Le lendemain des funérailles de mon mari soldat, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma belle famille en train de changer les serrures. Famille de sang uniquement. Votre temps ici est terminé, a déclaré froidement son père. Je suis resté immobile pendant qu'ils entassaient mes affaires dans des cartons. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, vous avez oublié une chose. Je suis Amani Washington. J'ai 32 ans. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite et comment j'ai repris tout ce qu'ils ont essayé de voler, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous si vous avez déjà eu à vous battre pour ce qui vous revenait de droit. Ils pensaient que je n'étais que la veuve éplorée. Ils ont oublié que j'étais une reine. La pluie était incessante. C'était comme si le ciel lui-même pleurait avec moi, lavant les dernières traces de fausse sympathie des funérailles sur le trottoir. J'étais épuisé. Le genre d'épuisement qui s'enfonce dans vos os plus profondément que le sommeil ne pourrait jamais l'atteindre. Marcus était parti. La cérémonie était un flou d'uniformes, de drapeaux pliés, d'étreintes forcées de gens qui le connaissaient à peine, et des visages stoïques, presque suffisants de sa famille. Le moteur de ma voiture s'est éteint, plongeant l'allée dans le silence, rompu seulement par la pluie et un autre son. Un grincement métallique. J'ai levé les yeux. Mon cœur s'est arrêté. Sous la petite lumière du porche, un homme que je ne reconnaissais pas perçait le pêne dormant de ma porte d'entrée. Ma porte, celle que Marcus et moi avions peinte en noir brillant l'été dernier. Debout au-dessus du serrurier, tenant un grand parapluie noir, se trouvait Trevor. Trevor, le mari de ma belle-sœur, Denise, le conseiller financier blanc et lisse qui regardait toujours notre maison comme si c'était un actif attendant d'être liquidé. Il m'a vu et n'a même pas bronché. Il a juste souri d'un mince sourire reptilien. Amani, dit-il, sa voix désinvolte comme s'il m'attendait. Tu es de retour. Je suis sorti de la voiture, la pluie plaquant instantanément mes cheveux sur mon visage. Trevor, qu'est-ce que tu fais? Qui est cet homme? Le perçage s'est arrêté. Le serrurier, mal à l'aise, a jeté un coup d'œil entre nous. La porte d'entrée s'est ouverte, mais ce n'est pas le serrurier qui l'a ouverte. C'était Jeremiah Covington, mon beau-père. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de ma maison, encadré par la lumière chaude du hall, portant son costume du dimanche comme s'il en était le propriétaire. À côté de lui, serrant son collier de perles, se trouvait ma belle-mère, Rosalind. Il est ici sous notre autorité, a tonné Jeremiah. Sa voix était faite pour les chairs ou les salles d'audience, une voix habituée à commander et à écraser avec autorité. J'ai serré mes clés si fort qu'elles se sont enfoncées dans ma paume. C'est ma maison. Marcus et moi. Marcus est parti, m'a coupé Jeremiah. Il est sorti sur le porche, me forçant à le regarder. C'était un homme imposant. Il aimait rappeler à tout le monde sa présence. La maison, les actifs, tout revient à la famille de sang maintenant. C'est une affaire Covington, pas une affaire Washington. Rosalind a hoché la tête, son visage un masque de chagrin pincé et performatif. C'est ce qu'il convient de faire, Amani. Nous devons protéger l'héritage de notre fils. Protéger son héritage? Je les ai regardés fixement, l'épuisement remplacé par une colère froide et montante, en me mettant à la porte le lendemain de ses funérailles. Trevor a finalement pris la parole, s'approchant, sa voix raisonnable. Nous ne faisons que sécuriser la propriété, Amani. Légalement, avec le décès de Marcus, sa part de la succession est en cours d'homologation. Et en tant que son père, il a fait un geste vers Jeremiah, et l'exécuteur testamentaire, nous ne pouvons tout simplement pas avoir de complications. Des complications, ai-je répété, ma voix plate. Vous voulez dire moi? Jeremiah est passé devant le serrurier, droit dans mon espace personnel. L'odeur de son eau de Cologne épicée et chère se mêlait à la pluie. Je vais le dire clairement pour que vous compreniez. Famille de sang uniquement. Votre temps ici est terminé. C'est à ce moment-là que la ligne a été tracée. Mes affaires, ai-je dit, ma voix tremblant, mais pas de chagrin. C'était de la rage. Où sont mes affaires? Nous avons été très efficaces, a dit Rosalind, sortant sur le porche. Elle a évité mes yeux, regardant plutôt la pelouse près du trottoir. J'ai suivi son regard. Là, près de la rue, trempant sous l'averse, se trouvaient 3 grandes boîtes en carton. Mon sac d'ordinateur était posé dessus, sa fermeture éclair principale à moitié ouverte. Vous avez mis mes affaires dehors?
Eh bien, nous ne pouvions pas simplement les laisser à l'intérieur, ma chère, a dit Rosalind comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Nous devons commencer l'inventaire pour la succession immédiatement. Puis Denise, ma belle-sœur, est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle portait mon peignoir en soie préféré, celui que Marcus m'avait acheté pour notre anniversaire à Atlanta. Elle portait la dernière boîte. « Oh, tu es là » dit-elle, sa voix dégoulinant de fausses surprises. Elle m'a regardé de haut en bas, observant ma robe de funérailles trempée. « Tu as une mine affreuse. » Elle s'est approchée du bord du porche et a tendu la boîte. J'ai failli oublier celle-là. Elle ne me l'a pas tendue. Elle ne l'a pas posée. Elle l'a retournée et a vidé le contenu sur l'herbe mouillée, mes articles de toilette, mes carnets, et atterrissant face contre terre dans une flaque de boue, notre photo de mariage. La grande photo encadrée d'argent de notre cheminée. Je ne pouvais plus bouger. J'ai juste fixé le visage souriant de Marcus, maintenant obscurci par la boue. Denise, ai-je finalement crié, le nom s'arrachant de ma gorge. Quoi, a-t-elle répliqué, laissant tomber la boîte vide. Ce ne sont que des affaires. Trevor dit que rien de tout ça n'est légalement à toi de toute façon. Ton contrat de mariage est nul maintenant que mon frère est mort. Tu n'es pas de la famille. Tu n'es que la veuve. Trevor a posé une main réconfortante sur l'épaule de sa femme. L'image du mari blanc de soutien s'intégrant dans la structure familiale noire et forte. Elle a raison, Amani. La situation juridique est claire. En tant que veuve d'un mariage sans enfant, votre revendication est au mieux précaire. Nous ne faisons qu'anticiper les formalités administratives. Précaire, ai-je murmuré. J'ai regardé le cadre brisé. J'ai regardé le nouveau peigne dormant en laiton brillant posé sur la rampe du Porsche, prêt à me remplacer. Ils me regardaient tous. Jérémia, Rosalind, Denise, Trevor, les 4 cavaliers de mon apocalypse personnel. Ils attendaient, attendant les lamentations, attendant que je tombe à genoux dans la boue et que je les supplie pour un abri, pour des miettes, pour ma propre table. Ils voyaient une femme de 32 ans brisée, seulée, dans leur esprit, sans le sou. Jérémia a poussé un soupir de patience performative. Va, Amani, va chez une amie. Nous t'appellerons si nous trouvons autre chose qui t'appartient personnellement. Je suis resté immobile. La pluie était froide, mais mon sang était chaud. J'ai relevé le menton. J'ai regardé au-delà de Denise dans mon peignoir, au-delà de Trevor avec ses faux papiers juridiques, et je me suis concentré directement sur le patriarche. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez oublié une chose, ai-je dit. Ma voix ne tremblait plus. C'était de l'acier. Jérémia a froncé les sourcils. Oubliez quoi? La voiture? La voiture est louée à mon nom. Vous avez aussi oublié ça? Non, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. L'écran a illuminé mon visage. Vous avez oublié que c'est moi qui appelle le 911. Le sourire suffisant de Trevor a vacillé. Quoi? Tu appelles les flics? Nous sommes une famille. Non, ai-je dit, mon pouce planant sur le bouton d'appel. Vous venez de le rendre parfaitement clair. Vous êtes des intrus et je signale une effraction et une violation de domicile à ma propriété. Le visage de Jérémia s'est assombri de rage. Tu oserais? A-t-il sifflé en faisant un pas vers moi. Fais-le, Amani, a raillé Denise, croisant les bras, portant toujours mon peignoir. Appelle-les. Dis-leur comment tu violes la propriété des Covington. On verra qui ils croient. Trevor a posé une main avertissante sur le bras de Jérémia. Calmons-nous. Ne laissons pas les choses dégénérer. Amani, tu es contrarié. Tu es en deuil. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis, ai-je répondu, mon pouce appuyant sur l'icône d'appel verte. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Oui, je dois signaler une effraction en cours au 427 Juniper Rise. Il y a 4 individus, dont l'un a engagé un serrurier, qui tentent de me mettre illégalement à la porte de ma maison. Rosalind a eu un hoquet de surprise, serrant ses perles. Elle l'a vraiment fait, Jérémia. Elle a appelé la police sur sa propre famille. En quelques minutes, les gyrophares bleus et rouges ont traversé la pluie grise. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées au trottoir juste derrière ma voiture. Les beaux-parents se sont raidis. Le serrurier s'était déjà éloigné, tenant ses outils, l'air de vouloir disparaître.
2 officiers sont sortis. L'un était un officier blanc plus âgé et corpulent, l'officier Miller. L'autre était un jeune officier noir à l'allure vive, l'officier Reed. L'officier Miller s'est approché, la main posée sur sa ceinture. « Madame, messieurs, nous avons reçu un appel pour un trouble, une effraction. » Avant que je puisse parler, Jérémia s'est avancé, activant son personnage de patriarche inquiet. « Officier, merci d'être venu, mais c'est un terrible malentendu. » Trevor s'est immédiatement glissé à ses côtés, tout en confiance et en douceur. « Officier, je m'appelle Trevoret. Je suis le conseiller financier de la famille. » Il a fait un geste vers Jérémia. « Voici Jérémia Covington. » C'était la maison de son fils. Son fils Marcus, un soldat décoré, vient d'être enterré hier. L'expression de l'officier Miller s'est légèrement adoucie. « Nos condoléances, monsieur. » Mais cette dame, il a fait un geste vers moi, a appelé le 911. « Elle l'a fait, » a dit Trevor, sa voix pleine de sympathie feinte. « Voici Amani, la veuve de Marcus. Elle est, comme vous pouvez l'imaginer, hors d'elle, complètement bouleversée. Nous sommes venus ce matin simplement pour sécuriser la propriété. Nous protégeons les actifs de mon beau-père. » Je me suis tenu droite, refusant de les laisser me peindre comme une hystérique. « Officier, » ai-je dit, ma voix claire et tranchant la pluie. « Je m'appelle Amani Washington. C'est ma maison. Ces gens, je les ai pointés directement, sont mes beaux-parents. Ils ont jeté mes affaires sur la pelouse et ont engagé cet homme pour changer les serrures afin de me mettre à la porte le lendemain des funérailles de mon mari. » L'officier Reed, l'officier noir, a regardé les boîtes mouillées sur la pelouse. Il a regardé la photo de mariage face contre terre dans la boue. Puis il a regardé Trevor et Jérémia. « Monsieur, » a dit l'officier Reed à Jérémia, « ce qu'elle dit est-il vrai? Essayez-vous de mettre cette femme à la porte de sa résidence? » Ce n'est pas sa résidence, officier, a tonné Jérémia. C'est la propriété de la famille Covington. Mon fils est mort. Je suis l'exécuteur testamentaire. Elle n'a aucun droit légal d'être ici. Ce ne sont pas nous qui violons la propriété. C'est elle. Trevor a hoché la tête rapidement. C'est une question de succession, officier. Purement civile. Nous essayons simplement de l'empêcher d'endommager ou de prendre des choses qui appartiennent à la succession. Nous essayons de gérer cela avec délicatesse, mais elle est devenue émotive et vous a appelé. L'officier Miller a soupiré, ses épaules s'affaissant. Il voulait clairement que cet appel domestique compliqué se termine. Monsieur, avez-vous une preuve de ce que vous dites? Que c'est votre propriété et non la sienne? Absolument, officier, a dit Trevor, qui était préparé. Il a ouvert une mallette en cuir noir et élégante que je ne l'avais jamais vue porter qu'à des soi-disant réunions d'investissement. Il l'a protégée de la pluie avec son parapluie tout en sortant un dossier sous pochette plastique. J'ai les documents préliminaires de la succession ici même et une copie de l'acte de propriété original. Il a tendu une feuille plastifiée à l'officier Miller. Vous verrez que la propriété a été initialement acquise par Jérémia Covington et que son fils Marcus a été ajouté au titre plus tard en tant que co-emprunteur, pas copropriétaire. Avec le décès de Marcus, la pleine propriété revient au signataire principal, Jérémia. C'est la procédure standard. L'officier Miller a pris le papier, braquant sa lampe de poche dessus, essuyant la pluie du plastique. Il a plissé les yeux devant le texte. J'ai essayé de le voir de là où je me tenais. Ça avait l'air terriblement officiel. Il y avait des signatures. Il y avait ce qui ressemblait à un sceau du comté. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que c'était? Marcus et moi avions signé tant de papiers à la clôture. Cela pouvait-il être vrai? Eh bien, madame, a dit l'officier Miller, rendant le papier à Trevor. Il s'est tourné vers moi, et son ton n'était plus neutre. Il était impatient. Cela semble assez clair. Ce document, qui semble être un acte de propriété légale, mentionne Monsieur Jérémia Covington comme propriétaire principal. Il semble que vous soyez celle qui viole la propriété, pas eux. C'est impossible, ai-je dit, ma voix montant de panique. C'est un mensonge. Marcus et moi avons acheté cette maison ensemble avec un prêt VA. Vous viviez ici, Amani, a interjeté Jérémia, sa voix dégoulinant de cette fausse patience profonde de l'Église. Parce que mon fils était généreux. Maintenant,
je suis généreux en vous permettant de partir sans plus d'embarras. Nous sommes les victimes ici. Madame, a dit l'officier Miller, faisant un pas ferme vers moi, se plaçant entre moi et le porche. C'est une affaire civile, mais ce document ici, il a tapoté son carnet, est convaincant. Je ne peux pas vous laisser rester ici et harceler ces gens. Ils sont en deuil. Vous devez ramasser vos boîtes et trouver un autre endroit où aller pour la nuit. Vous pourrez porter cette affaire devant le tribunal lundi si vous n'êtes pas d'accord. Un autre endroit où aller. J'ai regardé leur visage. Denis souriait d'un air narquois, appréciant le spectacle. Rosalyn avait l'air soulagé, son devoir chrétien de prétendre se soucier de moi étant enfin officiellement terminé. Trevor me regardait simplement, ses yeux froids et calculateurs, attendant que je m'effondre. Mon esprit s'emballait. Comment avait-il eu ce papier? Un faux acte de propriété? Était-ce même possible? J'ai regardé le visage suffisant et satisfait de Trevor, le visage d'un homme qui venait de gagner. Et puis, aussi clairement que s'il se tenait juste à côté de moi sous la pluie, j'ai entendu la voix de Marcus. C'était un souvenir d'il y a à peine 6 mois. Nous étions dans la cuisine, tard un soir. Marcus examinait des papiers d'investissement que Trevor avait essayé de lui faire signer pour l'entreprise de son père. Marcus avait ri, mais c'était un rire froid. « Chérie », avait-il dit, tenant le papier à la lumière. Ne fais jamais confiance à Trevor, surtout avec du papier. L'homme a falsifié ses propres relevés de notes universitaires pour que Denis sorte avec lui. Il vendrait sa propre mère pour $1, et il apporterait un faux reçu pour le prouver. Il apporterait un faux reçu. Je suis revenu au présent. Ma respiration, qui avait été rapide et superficielle, s'est soudainement ralentie. Le papier que Trevor a montré était un mensonge. Un bon mensonge, un mensonge bien préparé, mais un mensonge. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une querelle de famille à cause du deuil. C'était une exécution planifiée. Ils attendaient cela. Madame, a répété l'officier Miller, sa voix vive maintenant. M'avez-vous entendu? Vous devez quitter les lieux maintenant ou je devrais vous escorter. J'étais acculé. La loi, sous la forme de l'officier Miller, se rangeait du côté de l'homme blanc calme en costume tenant le papier d'apparence officielle. Ma belle famille était un mur de haine déguisé en deuil. Je n'étais que la veuve noire hystérique, mise à la porte sous la pluie avec des boîtes boueuses pour réconfort. Ils pensaient tous que j'étais vaincu. Ils pensaient tous que je n'avais rien. J'ai regardé au-delà du visage dédaigneux de Miller. J'ai regardé au-delà de la victoire de Trevor. J'ai regardé directement l'officier Reed, l'officier noir qui s'était tenu en retrait, silencieux, me regardant simplement. Il m'observait attentivement, son visage illisible. C'était leur coup. Maintenant, c'était le mien. J'ai pris une profonde inspiration, la pluie froide me semblant vive dans les poumons. L'officier Miller m'avait renvoyé. C'était un mur. Mais l'officier Reed, il regardait toujours. Il n'avait pas dit un mot, mais ses yeux prenaient tout en compte, la boue sur la photo de mariage, le sourire narquois de Denise, la mallette coûteuse de Trevor. Ils pensaient tous que j'étais vaincu. J'ai dépassé le regard impatient de l'officier Miller et j'ai croisé les yeux de l'officier Reed. Officier Reed, ai-je dit, ma voix ferme et claire. Je comprends que c'est une affaire civile, mais c'est aussi une affaire de fraude. Trevor s'est raidi. L'officier Miller a commencé à dire, Madame, je vous ai déjà dit. Je n'ai pas regardé Miller. Je suis resté concentré sur Reed. Cet homme, j'ai pointé directement Trevor, et Trevor est, le conseiller financier de la famille. Avant de prendre son document officiel pour argent comptant, je vous suggère de vérifier son nom. Trvorhayes, c'est de la calomnie, a vivement répliqué Trevor, sa voix soudainement une octave plus haut. C'est sans pertinence. Je ne pense pas, ai-je dit à Reed. Vérifiez son nom pour des mandats d'arrêt en cours. Plus précisément, je vous suggère de vérifier l'état de Géorgie. Demandez à votre dispatching s'il a des enquêtes en cours concernant la fraude à l'investissement et la falsification. La couleur a quitté le visage de Trevor. Ce n'était pas un changement subtil. C'était une pâleur soudaine et maladive. Sa posture confiante a vacillé. Denise a cessé de sourire d'un air narquois et a regardé son mari, les yeux écarquillés de confusion. Trevor, de quoi parle-t-elle? Trevor s'est juste léché les lèvres,
ses yeux se dardant sur l'officier Miller, son bouclier. Elle est hystérique. C'est une tentative pathétique de vous distraire. Vraiment, ai-je dit à l'officier Reed. Ce papier, j'ai montré le document dans la main de Miller, est un faux, tout comme ses références. J'ai brandi mon téléphone, l'écran brillant dans la soirée sombre et pluvieuse. Ceci, cependant, est la vérité. C'est mon archive de mai de notre avocat de clôture d'il y a 2 ans. J'ai la copie numérique exécutée de nos documents de clôture ici même. L'officier Reed s'est avancé, prenant le téléphone de ma main. L'officier Miller s'est déplacé à contre-cœur pour regarder par-dessus son épaule. Officier, veuillez ouvrir le fichier intitulé Clôture Washington Finale, ai-je indiqué. Vous verrez que c'est un prêt du département des anciens combattants, un prêt VA. Vous verrez les 2 noms sur ce prêt, Marcus Washington et Amani Washington. Et si vous allez à la page 4, vous verrez la demande de titre de propriété. Reed a fait défiler silencieusement, son visage illuminé par l'écran. Il a examiné le PDF. Il a vu l'entête officielle de la VA. Il a vu les signatures. Il a vu la date. J'ai regardé Jérémia, dont le visage était passé de suffisant à pétrifié. J'ai regardé Trevor, qui transpirait maintenant visiblement sous la pluie froide. Mon nom, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence soudain, est sur le titre. Mon nom est sur le prêt. Nous avons tous les 2 signé. C'est notre maison, pas la sienne. L'officier Reed m'a rendu le téléphone. Son expression était sombre. Il a regardé l'officier Miller, qui a simplement secoué la tête, clairement frustré par la situation. Très bien, a dit l'officier Miller à voix haute, s'avançant au milieu du porche. C'est terminé. Nous avons des documents contradictoires. Nous ne pouvons pas déterminer la propriété. Il a pointé un doigt épais vers le serrurier. Vous remballez vos outils. Vous ne changerez pas cette serrure ce soir. Il s'est ensuite tourné vers Jérémia et Trevor. Monsieur, vous ne pouvez pas expulser cette femme des lieux. Vous allez devoir partir. Partir? A crié Rosalind. C'est la maison de notre fils. Et madame, a dit Miller en me regardant, nous ne pouvons pas les arrêter pour violation de domicile sur ce qu'ils croient être leur propriété. C'est un litige civil. Vous devez tous prendre des avocats et aller au tribunal. Le serrurier, l'air soulagé, a rapidement rangé son kit et s'est dépêché vers sa camionnette. Jérémia se tenait là, tremblant, son visage devenant d'un rouge foncé. Il avait été vaincu. Il avait été humilié devant la police. Il m'a regardé fixement, ses yeux promettant vengeance. Très bien, a-t-il craché, sa voix basse et dangereuse. Tu te crois maline, Amani. Tu as gagné ce petit tour. Il a tiré Rosalind et Denise vers sa voiture. Mais on se verra au bureau de l'avocat demain. On se verra pour la lecture du testament. Et quand ce testament sera lu, je posséderai cette maison, et tu repartiras sans rien. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pendant 3 jours depuis le départ de la police, j'avais vécu dans une forteresse de silence. J'ai sécurisé les serrures moi-même. J'étais assise dans le fauteuil préféré de Marcus, enveloppé dans sa couverture de l'armée, juste à respirer. La menace de la lecture du testament planait dans l'air, mais Jérémia n'avait pas bougé. Je savais qu'il préparait quelque chose. Je ne savais tout simplement pas quoi. J'étais sur mon ordinateur portable, essayant de me forcer à travailler, essayant de trouver un appui dans les décombres de ma vie. Mon entreprise, IM Logistique, était mon secret, mon projet avec Marcus. Elle avait besoin de mon attention. Alors que je révisais un manifeste d'expédition, une alerte email est apparue. C'était d'Atlanta Federal Trust, notre prêteur hypothécaire. L'objet était en 2 mots, dernier avis. Mon sang s'est glacé. Je l'ai ouvert. Le texte était brutal, dépourvu de toute sympathie. Chère Madame Washington. Suite à un examen de l'état de votre compte et au décès malheureux du titulaire principal du prêt, un changement significatif de votre profil financier a été identifié. Atlanta Federal Trust exerce par la présente la clause d'accélération de votre contrat de prêt hypothécaire. Le solde total impayé de $247 000 est dû immédiatement. Le non-paiement intégral dans les 48 heures entraînera des procédures de saisie immédiate. 48 heures. Le solde total. C'était impossible. J'ai attrapé mon téléphone,
mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine le déverrouiller. Nous n'avions jamais manqué un paiement. Jamais. C'était une erreur. J'ai navigué dans le menu automatisé et froid de la banque. Représentant, je dois parler à un représentant. Finalement, un homme à la voix fatiguée a répondu. Atlanta Federal Trust. Ici David. Comment puis-je vous aider? Mon nom est Tammany Washington, ai-je dit en essayant de garder ma voix égale. Numéro de compte 477, Juniper Rise. Je viens de recevoir un avis de saisie. C'est une grave erreur. Mes paiements sont à jour. Je l'ai entendu taper. Ah, oui, Madame Washington. Je vois le compte. Sa voix était professionnellement plate. Je suis vraiment désolé pour votre perte, Madame. Nous avons été informés du décès de Monsieur Marcus Washington. Oui, c'était mon mari, ai-je dit, ma patience s'amenuisant, mais je suis la copropriétaire. Je suis sur le prêt. Je suis tout à fait capable de continuer les paiements. Il n'y a aucune raison d'accélérer le prêt. Il y a eu une pause. Madame, a dit David, sa voix hésitante, le prêt était principalement garanti par les revenus militaires de Monsieur Washington. Avec cette source de revenus terminée, nous avons dû réévaluer la capacité de paiement du co-emprunteur. Ma capacité? J'ai mes propres revenus. J'ai une entreprise. Oui, madame. Nos souscripteurs ont examiné cela, a-t-il dit. Nous avons reçu une mise à jour financière complète. Laissez-moi voir le dossier. Oui, elle a été fournie par le conseiller financier de la succession Covington. Un certain monsieur Trevoret. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Trevor. Trevoret, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Quelle mise à jour a-t-il fournie? Eh bien, a dit David, lisant clairement à l'écran, M. Et a fourni des documents indiquant que votre revenu personnel déclaré l'année dernière était insuffisant pour supporter le prêt seul. Il a également fourni un état des résultats de votre entreprise enregistrée. IM Logistique, mon entreprise. J'ai agrippé le téléphone. Qu'a-t-il dit à propos de mon entreprise? Selon les documents que nous avons reçus, IM Logistique LLC a déclaré un bénéfice net nul pour les 3 derniers trimestres et est répertorié comme, laissez-moi voir, non opérationnel et insolvable. Madame, sans les revenus de Monsieur Washington et avec votre propre entreprise n'ayant aucune valeur, vous n'avez aucune source de revenus vérifiable. La banque ne peut pas risquer un prêt non garanti. L'accélération est une procédure standard. Je suis restée silencieuse. Je ne pouvais pas respirer. Zéro profit, insolvable, non opérationnel. C'était un mensonge. Un mensonge dévastateur, calculé et brillant. Trevor était allé à la banque dans mon dos, utilisant son autorité en tant que conseiller familial, et m'avait dépeinte comme une veuve démunie. Il avait fabriqué des rapports financiers pour ma propre entreprise. Il n'essayait pas seulement de prendre la maison à la lecture du testament. Il s'assurait que d'ici la lecture du testament, je serais déjà sans abri, déjà brisé et déjà assez désespéré pour signer tout ce qu'il me mettrait sous le nez. Mademoiselle Washington, a demandé David, l'agent de la banque, dans le silence. Je suis là, ai-je réussi à dire. L'avis est maintenu, a-t-il dit, son ton professionnel revenant. Vous avez 48 heures pour payer le montant total. Je suis vraiment désolé, mais c'est une affaire commerciale. La ligne a cliqué. J'ai fixé le mur. Ils venaient de déclarer la guerre et ils avaient tiré le premier vrai coup. Je suis resté assise là, le téléphone mort dans ma main, l'écho de la voix de David dans mon oreille. Insolve, zéro profit, non opérationnel. C'était un assassinat financier. Trevor avait élaboré un récit parfait d'une veuve démunie et incapable. Il a créé la crise. Et juste à point nommé, mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai regardé l'écran. Le nom clignotait. Rosalind. Mon sang ne s'est pas seulement glacé. Il a gelé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la deuxième vague de l'attaque. D'abord le marteau. Maintenant, la douce voix roucoulante de l'inquiétude. Je l'ai laissé sonner 2 fois, mon esprit s'emballant, reconstituant le plan. Ils ont déclenché la saisie. Ont attendu juste assez longtemps pour que la panique s'installe. Et maintenant, ils appelaient pour offrir le sauvetage. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur,
posant le téléphone sur le bureau. Allô, Rosalyn. Amani. Oh, Dieu soit loué, tu as répondu, mon enfant. Sa voix était un sirop épais de fausse sympathie. C'était la même voix qu'elle utilisait au pique-nique de l'église. Celle qui signifiait qu'elle était sur le point de porter un jugement déguisé en bénédiction. J'étais juste assise ici, le cœur brisé pour toi. Oh, mon enfant, je suis si inquiète. Vraiment, Rosalyn? Ai-je dit, ma propre voix plate, morte. Bien sûr que je le suis. Nous le sommes tous. Je viens d'apprendre. Oh, c'est la pire des nouvelles. J'ai joué le jeu, mes jointures blanches sur la coudoir. Quelle nouvelle? La banque, a-t-elle chuchoté à moitié comme si c'était un terrible secret. Trevor, tu sais, il surveille de si près toutes les finances de la famille. C'est une véritable bénédiction. Il a vu l'avis d'Atlanta Federal Trust. Oh, Amani, une saisie. Juste après avoir enterré mon précieux fils, c'est tout simplement trop. C'est trop pour une seule personne à supporter. Alors ils avaient bien appelé la banque en premier. Ils avaient tendu le piège et maintenant ils faisaient semblant de le découvrir. Il nous a dit, a continué Rosalyn, sa voix s'étranglant dans un sanglot répété. Il a dit, mère, la pauvre Amani va se retrouver à la rue. Et Jérémia. Eh bien, Amani, mon mari a un si grand cœur chrétien. J'ai failli rire. Le cœur de Jérémia était aussi petit et dur qu'un diamant. Il était. Eh bien, il était très contrarié par vous, Amani, dit-elle, son ton changeant légèrement, une note de réprimande s'y glissant. Appelez la police sur votre propre famille dans votre moment de deuil. C'était honteux. Cela l'a vraiment blessé. Va droit au but, Rosalyn, ai-je dit. La fausse sympathie est revenue en force. Le but, ma chère, est que Jérémia, malgré ses sentiments blessés, ne veut pas voir la veuve de son fils devenir sans abri. Ça ne ferait pas bien. Les gens parlent. Ce serait une tache sur la mémoire de Marcus. Elle s'inquiétait des apparences, bien sûr. Alors, elle a roucoulé. Jérémia veut t'aider. Il est prêt à te pardonner ton éclat. Me pardonner, ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre. Oui, ma chère. Il est le seul qui puisse arranger ça. Il a une relation très forte avec le président de la banque. Il joue au golf. Il peut faire disparaître tout ce problème d'un simple coup de fil. J'ai attendu. Je savais que ça allait venir. Le prix. Un seul appel, a dit Rosalyn. Et il peut leur faire arrêter la saisie. Il peut leur faire restructurer le prêt à son nom, bien sûr, pour protéger la famille. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un simple signe de bonne foi de ta part. De bonne foi, ai-je dit. C'est exact. Il a juste besoin de savoir que tu es prête à arrêter tout ça, ce combat. Il a besoin de savoir que tu vas faire partie de la solution, pas du problème. Trevor a déjà rédigé un petit document. C'est juste une formalité. Un acte de renonciation. Il l'a appelé un acte de renonciation. Le papier juridique qui me ferait renoncer à tous mes droits sur la maison, la transférant complètement à Jérémia. Ce n'est qu'un petit bout de papier, Amani, a-t-elle ronronné. Tu le signes, donnant à la succession le plein contrôle. Une fois que Jérémia aura ça, il aura la légitimité pour appeler la banque en ton nom. Il sauvera la maison. C'est ce que Marcus aurait voulu. Et qu'est-ce qui m'arrive, ai-je demandé. Eh bien, c'est un homme généreux. Il te laisserait bien sûr rester un petit moment, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Tu aurais un toit sur la tête, tout ça grâce à sa générosité. N'est-ce pas merveilleux? Trevor peut être là dans une heure avec les papiers. Il dit que tu dois le signer ce soir, avant que le délai de 48 heures de la banque n'expire. Vous voyez, le piège était complètement tendu. Ils essayaient de me pousser à la panique de l'itinérance, puis m'offraient le salut en échange de ma signature. Il te sauve, Amani, a-t-elle terminé. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. J'ai fixé le haut-parleur. La voix mielleuse de Rosalyn flottait dans l'air. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui, Amani. Il te sauve. Me sauver. Le mot a résonné dans mon esprit. C'était le même mot que Marcus utilisait, mais il voulait dire quelque chose de complètement différent.
Mon esprit est revenu 3 mois en arrière. C'était tard, après minuit. Marcus venait de rentrer d'une longue et amère dispute au bureau de son père. Il m'avait trouvé en train de travailler à la table de la cuisine. Il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 33 ans. Il s'est assis en face de moi et a fait glisser une petite clé USB noire sur le bois. « Chérie, j'ai besoin que tu gardes ça », avait-il dit à voix basse. C'est tout. Tous les livres, tous les contrats, tous les accords de prêt pour Covington Logistique. J'ai tout copié. Marcus, pourquoi, avais-je demandé, confuse. C'est son entreprise. Il a croisé mes yeux, et les siens étaient remplis d'une profonde tristesse. Parce qu'il la mène à la ruine, Amani. Il la gère mal. Il utilise de nouveaux contrats pour payer de vieilles dettes. C'est un château de cartes. Il se noie. Il a poussé la clé plus près de moi. Tu es une stratège en logistique. Tu sauras ce que tu regardes. Garde-la juste en sécurité pour moi. Garde-la en sécurité. Juste au cas où. Juste au cas où. Je suis revenu au présent. Rosalind était toujours en ligne, respirant doucement, attendant ma réponse reconnaissante. Amani, ma chère, es-tu là? J'ai enfin compris. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une extorsion. C'était une embuscade. Ils avaient créé une fausse crise, mon insolvabilité, pour me forcer à signer mes droits sur la maison. Ils ne s'inquiétaient pas de mon délai de 48 heures. Ils s'inquiétaient du leur. C'était eux qui étaient insolvables, pas moi. Ils n'essayaient pas de sauver la maison. Ils essayaient de la voler avant que le testament ne soit lu. Ils en avaient besoin. Ils étaient désespérés. Et ils supposaient que j'étais trop paniqué, aussi, et trop fauché pour voir la vérité. Ils pensaient que je signerais n'importe quoi pour un toit sur ma tête. Amani, m'as-tu entendu? Trevor est en route. Il a les papiers. La voix de Rosalind devenait stridente, impatiente. J'ai décroché le combiné du haut-parleur. J'ai tenu le plastique froid contre mon oreille. Rosalind, ai-je dit, et ma voix était si calme, si dépourvue de panique, qu'elle m'a surprise moi-même. Dis à Trevor de ne pas se déranger. Il y a eu un silence confus à l'autre bout. Quoi? Que veux-tu dire, Amani? Tu dois signer. C'est ta seule chance. Le délai, mon enfant, la banque. Ce n'est pas ton problème, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Toi, Jérémia, Denise et Trevor, vous avez fait une terrible erreur. N'appelez plus ce numéro. Mais Amani, tu gâches ta vie. Tu seras à la rue. Au revoir, Rosalind. J'ai raccroché le téléphone. Le silence dans la maison était lourd. Mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était le silence de la concentration. Ils pensaient que j'étais insolvable. Ils pensaient que j'étais fauché. Ils pensaient que j'étais une petite fille stupide et en deuil. Ils m'avaient sous-estimé depuis si longtemps qu'ils avaient bâti tous leurs plans sur cette idée. Je suis retourné à mon ordinateur portable. L'email menaçant d'Atlanta Federal Trust était toujours ouvert. Solde total impayé du 247 000 $. 48 heures. J'ai fermé l'email. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur sécurisé. Je ne suis pas allé à la petite banque commerciale locale où Trevor avait trouvé mon compte leur insolvable. C'était un amateur. Je suis une logisticienne professionnelle. Je construis des redondances. Je suis allé à la banque internationale qui gérait tous mes vrais contrats d'expédition. Je me suis connecté au véritable portail bancaire d'IM Logistique. Celui dont Trevor est, avec tout son conseil financier, n'avait aucune idée. La page du solde s'est chargée. Ce n'était pas zéro. Ce n'était pas non opérationnel. C'était sain. C'était fort. J'ai ouvert un autre onglet. Je me suis connecté à mon compte hypothécaire d'Atlanta Federal Trust. Le solde accéléré me fixait. 247 000 $. J'ai cliqué sur « Faire un paiement ». Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier. J'ai sélectionné mon vrai compte professionnel comme source. J'ai cliqué sur « Payer un autre montant ». J'ai tapé le solde total impayé. 247 000 $. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir payer ce montant intégralement? Il voulait ma maison.
Il voulait prendre la dernière chose que Marcus et moi avions construite ensemble. Il voulait utiliser sa mémoire pour me faire pression, pour me briser, pour me jeter aux ordures. J'ai regardé l'écran. Tu seras à la rue. La voix stridente de Rosalind a résonné dans ma tête. J'ai appuyé sur « Confirmer le paiement ». L'écran a chargé pendant 1 seconde, 2 secondes, puis de nouveaux mots sont apparus en lettres vertes vives. Merci. Votre paiement a été traité. Le solde de votre prêt est de $0. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ils venaient de gaspiller leur plus grosse cartouche. Et maintenant, ils n'avaient aucune idée que j'étais à l'épreuve des balles. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était une notification par email. Je l'ai ouvert. L'expéditeur était Atlanta Federal Trust. L'objet était « Mise à jour du compte hypothécaire ». Je l'ai ouvert. Chère mademoiselle Washington, nous avons le plaisir de confirmer la réception de votre paiement intégral de $247 000. Votre prêt hypothécaire a été entièrement remboursé. La mainlevée sur votre propriété sera effectuée et l'acte de propriété vous sera envoyé par la poste. Merci pour votre confiance. Payé en totalité. Je le possédais. C'était à moi. Je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé une photo de Marcus et moi sur le bureau. Il souriait, son bras enroulé autour de moi à un match de baseball. Il pensait qu'il pouvait me faire peur, Marcus, ai-je murmuré à la photo. Il pensait que j'étais faible. Ils ne savent pas qui tu as épousé. Je suis prête pour eux. Au moment où je l'ai dit, un autre email a sonné. Mon estomac s'est serré. Celui-ci était nouveau. C'était d'un expéditeur que je ne reconnaissais pas, Patterson, Crowe et Liddell, avocat. L'objet était « Avis officiel, lecture du dernier testament et des dernières volontés de Marcus T. Washington ». Mes yeux ont parcouru le corps du texte. Vous êtes par la présente convoqué à nos bureaux demain matin, 14 novembre, à 10 heures précises. Le piège avait échoué. Alors demain, il tenterait l'exécution. Le cabinet d'avocats de Patterson, Crowe et Little était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Du bois sombre, des livres reliés en cuir qui semblaient n'avoir jamais été ouverts, et une atmosphère de silence coûteux et suffocant. La salle de conférence sentait légèrement le vieux papier et le poli au citron. J'étais assise seule à une extrémité de la longue table en acajou poli. À l'autre extrémité, les Covington étaient assis ensemble, formant un front uni. Jérémia, à la tête de la table, ressemblait à un roi tenant sa cour, tapotant ses doigts épais sur le bois. Rosalind était assise à côté de lui, épongeant des yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Et à côté d'elle se trouvaient Denise et Trevor, chuchotant l'un à l'autre. Ils ne m'avaient pas adressé un mot depuis mon arrivée. Ils me regardaient simplement, leurs yeux remplis d'un mélange de pitié et de dédain. Ils pensaient encore que leur plan avait fonctionné. Ils pensaient que j'arrivais d'une maison qui n'était plus la mienne. Ils pensaient que j'étais là pour être officiellement exécuté. L'avocat, un homme à l'air sévère nommé Patterson, n'était pas encore entré. Nous attendions simplement. Denise s'est penchée vers sa mère, sa voix un murmure de scène destinée à traverser la table. « Regarde là », a dit Denise, n'essayant même pas d'être discrète. Elle fait encore semblant d'être à sa place ici, assise là dans son petit tailleur de deuil. C'est juste pathétique. Rosalind l'a fait taire, mais sans grande force. Denise, ma chérie, sois charitable. Elle est bouleversée. Elle est sur le point d'être fauchée, a ajouté Trevor, assez fort pour que je l'entende. Il a ajusté sa cravate en soie et a souri à sa femme. Sois juste patiente, bébé. L'avocat est juste en train de régler les derniers papiers. Tout sera bientôt terminé. Jérémia m'a finalement regardé, son regard lourd et froid. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait juste l'air satisfait. Il ressemblait à un homme qui avait déjà gagné la guerre et attendait simplement la reddition officielle. Amani, dit-il, sa voix profonde remplissant la pièce. J'espère que vous avez pris des dispositions pour la suite. Je sais que cela doit être difficile, mais les affaires sont les affaires et la famille est la famille. La loi rendra clair ce qui est quoi. Il appréciait cela. L'arrogance émanait de lui par vagues. Il pensait que j'étais vaincu. Il pensait que je venais ici, chapeau bas, pour découvrir que je n'avais absolument plus rien. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà remboursé la maison. Il n'avait aucune idée que j'étais la seule dans la pièce à être sur un terrain solide.
Il pensait qu'il regardait un agneau marcher à l'abattoir. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient enfermés dans une pièce avec un lion. La lourde porte en chêne de la salle de conférence s'est ouverte et l'avocat, Monsieur Patterson, est entré. C'était un homme grand et mince qui semblait être fait de papier sec et de vieux cuir. Il portait un seul dossier bleu qu'il a placé au centre de la table massive. Il ne s'est pas excusé d'être en retard. Il s'est simplement assis. « Bonjour », dit-il, sa voix d'un monotone sec qui correspondait à son apparence. « Nous sommes ici aujourd'hui pour la lecture du dernier testament et des dernières volontés de Monsieur Marcus T. Washington. J'étais l'avocat personnel de Monsieur Washington. Je serai bref car je suis sûr que c'est un moment difficile pour tout le monde. » Il a mis une paire de lunettes à monture dorée et a ouvert le dossier. Le son du papier qui glissait semblait résonner dans le silence tendu. Jérémia s'est penché en avant, les mains jointes. Trevor avait un stylo et un bloc-notes prêt, comme s'il était sur le point de prendre des notes lors d'une réunion du conseil. Patterson s'est raclé la gorge. « Moi, Marcus T. Washington, a-t-il commencé à lire, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament, révoquant tous les testaments et codicilles antérieurs. » Patterson a fait une pause, regardant le groupe par-dessus ses lunettes. Je vais sauter les formalités juridiques standards et passer aux nominations et aux legs. Il a baissé les yeux sur la page. Premièrement, je nomme comme exécuteur testamentaire de ma succession mon père, Jérémia Covington. Un signe de tête vif et satisfait de Jérémia. Trevor a tendu la main et a tapoté l'épaule de son beau-père. C'était la première étape. Quant à mes effets personnels, a continué Patterson, à ma sœur Denise, je lègue ma collection de disques de jazz classique dans l'espoir qu'elle apprenne enfin à apprécier quelque chose avec une âme. Le visage de Denise s'est crispé. C'était une insulte claire de Marcus, une pique d'outre-tombe, mais elle a rapidement lissé son expression, sachant que le vrai prix était encore à venir. À ma mère, Rosalind Covington, je lègue mes albums photos personnels afin qu'elle se souvienne de mon visage. Rosalind a pressé le mouchoir sur ses yeux secs. Oh, mon doux garçon. Il était si attentionné. Patterson a tourné la page. Et maintenant, au reliquat de la succession. C'était le moment. Le moment que toute la salle attendait. Trevor a arrêté de jouer avec son stylo. Jérémia était parfaitement immobile. Quant à tout le reste, le reliquat est le sol de ma succession, a lu Patterson, sa voix claire et inébranlable, bien réelle, personnelle et mixte, de quelque nature que ce soit et où qu'il soit situé, dont je pourrais mourir saisi ou possédé, ou auquel je pourrais avoir droit de quelque manière que ce soit au moment de ma mort. Il a fait une pause, prenant une lente inspiration, je donne, lègue et transmets entièrement, uniquement et absolument à mon père bien-aimé, Jérémia Covington. Les mots sont tombés sur la table comme le marteau d'un juge. Silence. Rosalind a laissé échapper un long soupir frissonnant. Ce n'était pas un soupir de chagrin. C'était un soupir de pur, profond soulagement financier. La main de Denise a volé à sa bouche, mais elle n'a pas pu cacher le sourire extatique et venimeux dans ses yeux. Elle a attrapé le bras de Trevor, ses jointures blanches. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard hurlant, « Tu perds. Tu perds tout. » Trevor lui-même a laissé tomber son masque professionnel. Un large sourire suffisant s'est répandu sur son visage. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. Son plan avait fonctionné. Les faux documents financiers à la banque, la pression, le faux acte de propriété. Tout cela n'avait même plus d'importance maintenant. Le testament, le document juridique ultime, leur avait tout donné. Et Jérémia, mon beau-père. Il a fermé les yeux lentement comme en prière. Quand il les a rouverts, ils étaient fixés sur moi. Il était le roi. Il venait d'hériter de tout le royaume. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Sa victoire était absolue et totale. Il croyait qu'il possédait maintenant ma maison, celle qu'il pensait être en saisie. Il croyait qu'il possédait maintenant tous les biens de Marcus. Il croyait que j'étais, à cette seconde précise, officiellement sans abri et sans le sou. C'est un lourd fardeau, a dit Jérémia, sa voix épaisse de fausse humilité, mais ses yeux brillants de triomphe. Un lourd fardeau, mais que je porterai pour mon fils. Je protégerai son héritage. Vous pouvez tous être assurés que la succession est entre de bonnes et solides mains. Ils me regardaient tous. Ils attendaient que je craque, que je crie, que je pleure, que je proteste.
Je suis restée assise là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. Parce que Patterson, l'avocat, venait de lire le premier document. Mais je pouvais voir, encore à l'intérieur du dossier bleu, une deuxième pile de papier plus mince qu'il n'avait pas encore touché. Jérémia s'est adossé, un profond soupir de satisfaction lui échappant. Il m'a regardé, les yeux pleins d'une froide pitié finale. Eh bien, a-t-il annoncé à la pièce, pas seulement à moi, cela semble être tout, une résolution tragique mais claire. Il a tourné son regard puissant vers l'avocat. Monsieur Patterson, je demanderai à mon conseiller financier, Monsieur Hay, de se coordonner avec vous immédiatement pour commencer à sécuriser les actifs de la succession, en commençant par la maison, bien sûr. Trevor a affiché un sourire prédateur, cliquant sur son stylo. J'aurai les papiers prêts cet après-midi, Jérémia. On commencera par la maison, puis les comptes bancaires. Denise, qui vibrait d'une excitation contenue, a finalement laissé échapper un rire aigu et soulagé. Oh, papa, c'est un tel soulagement. On était si inquiets. Maintenant, on peut enfin s'occuper des affaires de Marcus correctement. Elle m'a regardé directement, son sourire une flèche empoisonnée. Je suppose que tu vas vraiment devoir prendre tes dispositions maintenant, n'est-ce pas, Amani? Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé les yeux sur Monsieur Patterson. Monsieur Patterson n'avait pas bougé. Il n'avait pas fermé le dossier bleu. Il a simplement regardé Jérémia par-dessus le bord de ses lunettes, son expression illisible. Monsieur Covington, a dit l'avocat, sa voix sèche tranchant leur célébration, s'il vous plaît, ne vous emballez pas. Je n'ai pas terminé. L'atmosphère suffisante dans la pièce s'est évaporée. Le front lourd de Jérémia s'est plissé. Pas terminé? Vous avez lu le testament. C'est fait. Je suis l'exécuteur. Je suis le seul bénéficiaire de la succession. Vous êtes le bénéficiaire du testament, a corrigé Monsieur Patterson, sa voix précise. Et l'exécuteur de la succession testamentaire. Cependant, Monsieur Washington possédait plusieurs actifs importants qui, par la loi, ne passent pas par un testament. Il a laissé cela s'imprégner. Ce sont ce qu'on appelle des actifs non successoraux. Leur distribution est régie par des contrats juridiques distincts, et ils priment sur toutes les instructions écrites dans le document que je viens de lire. Trevor, le conseiller financier, a soudainement eu l'air alerte, se penchant en avant. Actifs non successoraux, a-t-il répété, une lueur d'incertitude dans la voix. Vous voulez dire comme un compte chèque joint, un 401K. Il essayait de calculer, de minimiser les dégâts. Ce sont généralement des choses mineures. Pas toujours, a répondu Patterson. Il a sorti du dossier bleu la deuxième pile de papier, plus mince. Le premier est de loin le plus important de ses actifs, a-t-il dit, et l'assurance vie de groupe des membres du service de Monsieur Washington, le SGLI. L'air a été aspiré de la pièce. Les yeux de Jérémia se sont écarquillés. Rosalind a laissé échapper un petit hoquet aigu. Il savait exactement ce que c'était. Ce n'était pas un compte mineur. C'était le paiement du soldat. La cupidité de Denise a été immédiate et laide. Elle a lâché, l'assurance? Combien? C'est combien? Monsieur Patterson a baissé les yeux sur le document. En tant que soldat en service actif décédé en service, Monsieur Washington détenait la couverture maximale autorisée par la loi. La prestation de décès de la police est de 500 000 $. Un demi-million de dollars, a murmuré Rosalind, sa main volant à sa poitrine. Elle a regardé Jérémia, ses yeux écarquillés d'une joie frénétique et soudaine. C'était plus que la maison. C'était plus qu'il n'avait rêvé. C'était le salut pour l'entreprise en faillite de Jérémia. Jérémia s'est redressé d'un coup. Le masque du père endeuillé avait disparu, remplacé par les yeux affamés d'un prédateur. 500 000, a-t-il respiré. Il a ensuite souri, un large sourire triomphant. Et en tant qu'exécuteur et seul bénéficiaire de la succession, cet argent me revient. Il fait partie de la succession. C'est exact, a ajouté Trevor, hochant vigoureusement la tête, confirmant la revendication de son beau-père. La succession est le bénéficiaire. Tout va à Jérémia. Vous avez tort, monsieur Hay, a dit Patterson, sa voix plate. Vous avez complètement et totalement tort. Le sourire de Trevor a disparu. Quoi? Le SGLI est une police fédérale régie par la loi fédérale,
pas par la loi sur les successions de l'État de Géorgie, a expliqué Patterson comme s'il enseignait à un enfant. Le produit est versé directement aux bénéficiaires désignés sur le formulaire de désignation de la police. Le testament n'a aucune juridiction sur cet argent. Il ne va pas à la succession. Il ne va pas à l'exécuteur testamentaire. Il va uniquement à la ou aux personnes dont le nom figure sur ce formulaire. Un terrible silence froid est tombé. Le visage de Jérémia s'est raidi. Et qui est ce bénéficiaire? Il a dû me nommer, son père. Je suis son sang. Ou moi, a ajouté Rosalind, sa voix tremblante. Sa mère. Monsieur Patterson a baissé les yeux sur le formulaire de désignation officielle du SLI dans sa main. J'ai une copie certifiée du formulaire de désignation ici même. Il a été déposé auprès du département de la Défense il y a 3 mois, juste avant son dernier déploiement. Il a fait une pause. Il a laissé la tension s'étirer jusqu'à ce qu'elle soit assez fine pour se rompre. Il a levé les yeux au-delà des Covington et son regard s'est posé sur moi. Le seul bénéficiaire principal à 100% désigné par Marcus T. Washington et sa femme, Madame Amani Washington. L'explosion a été immédiate. Non, a crié Rosalind, sa voix se brisant. Non, c'est un mensonge. Il n'aurait pas, le visage de Denise est devenu d'un rouge lait et tacheté. 500 000 $, a-t-elle crié, se levant si vite que sa chaise a failli tomber. À elle? À cette chercheuse d'or menteuse? Le testament disait que papa avait tout. Elle l'a trompé. Trevor était pâle. Sa façade d'expert s'effritait. C'est impossible. Une désignation. Il y a 3 mois. Elle a dû le forcer, le contraindre. C'est de la manipulation. Nous allons contester cela. Jérémia n'a pas crié. C'était pire. Il m'a simplement regardé, ses yeux brûlants d'une haine si pure qu'elle en était terrifiante. Il a vu un demi-million de $, son argent, la bouée de sauvetage de son entreprise, disparaître de sa main et voler à travers la table dans la mienne. Il a pointé un doigt épais et tremblant vers moi. Toi. C'est toi qui as fait ça. Tu as empoisonné mon fils contre son propre sang. Cet argent est à nous. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement regardé Monsieur Patterson. Il a hoché la tête une fois, a fait glisser le papier de confirmation du SGLI hors du dossier et l'a poussé sur la longue table en acajou poli. Il s'est arrêté parfaitement juste devant moi. J'ai posé ma main dessus. Le mien. Le visage de Trevor était cendré. Il avait été si sûr de sa position juridique, si confiant dans ses faux papiers. Non. A-t-il crié, sa voix se brisant. Non, la maison. La maison. L'assurance est une chose, mais le testament. Le testament que vous venez de lire a donné tous les biens immobiliers, toute la propriété à Jérémia. La maison est à nous. Il a pointé un doigt vers moi. Elle peut prendre cet argent sale, mais elle n'aura pas la maison. Nous avons vu l'acte de propriété. Jérémia est le propriétaire principal. Monsieur Patterson, l'avocat, a regardé Trevor avec une profonde et lasse déception. Il ne semblait pas en colère. Il semblait juste fatigué de la cupidité bruyante et ignorante de l'homme. Monsieur a dit Patterson, sa voix tranchant la pièce avec la netteté du verre. Je dois vous demander d'arrêter d'essayer de pratiquer le droit. Vous avez une fois de plus complètement et fatalement tort. De quoi parlez-vous, a grogné Jérémia, sa voix basse et dangereuse. Il se penchait si loin en avant que ses jointures étaient blanches sur la table. Je parle du deuxième actif non successoral, a dit Patterson. La maison au 427 Juniper Rise. Cette propriété, Monsieur Covington, ne passe pas non plus par le testament. Trevor a simplement secoué la tête, balbutiant. Ce n'est pas possible. Une maison. C'est la définition d'un actif successoral. C'est un bien immobilier. C'est vrai, a convenu Patterson. Mais le titre de propriété est le document suprême, pas le testament. Le testament que vous venez d'entendre? Il a tapoté le vieux document, a été signé par Marcus Washington le 10 mai 2015. C'était avant qu'il ne soit marié. Il a ensuite sorti du dossier bleu la dernière et unique feuille de papier. Ceci, a-t-il dit en la brandissant, est l'acte de propriété officiel de la propriété, déposé auprès du bureau des archives du comté de Fulton il y a 2 ans,
juste une semaine après le mariage de M et Madame Washington. Marcus et Amani ont déposé un nouvel acte de propriété. Il a fait glisser le papier sur la table. Ils ont changé la propriété. La propriété était détenue en copropriété avec droit de survie. Les Covington ont simplement fixé le papier. Ils ne comprenaient pas le terme juridique. Ils savaient juste, d'après le ton de Patterson, que c'était une arme. Qu'est-ce que ça veut dire, a murmuré Rosalind, son visage pâle. Patterson a regardé directement Jeremiah. Ça veut dire, Monsieur Covington, que vous n'êtes pas le propriétaire. Ça veut dire que le papier que monsieur a montré à la police était soit obsolète, soit plus probablement une fabrication complète. Trevor a émis un petit son étranglé. Copropriété avec droit de survie, a continué Patterson, sa voix monotone, est une structure juridique. Cela signifie que lorsqu'un copropriétaire décède, sa part de la propriété ne va pas à sa succession. Elle n'entre pas en homologation. Elle n'est pas régie par son testament. Par l'effet de la loi, à l'instant même de la mort de monsieur Marcus Washington, sa part de 50% a été automatiquement et immédiatement transférée à l'autre copropriétaire. Il a fait une pause, laissant le poids total des mots atterrir. La maison, a-t-il conclu, appartient à 100% à Madame Amani Washington. Le testament, qui vous a donné tous les biens immobiliers, n'a aucun bien immobilier à donner. Vous, monsieur Covington, n'avez hérité de rien d'autre que de la collection de disques de votre fils et de ses vieux albums photos. Le demi-million de dollars est à elle. La maison est à elle. La succession est vide. La salle de conférence était silencieuse de mort. Les Covington étaient figés. Leur visage un masque d'horreur grotesque et stupéfaite. C'est Denise qui a craqué la première. Son visage s'est tordu, le choc se transformant en une rage brute et primale. Non. A-t-elle hurlé, le son déchirant le bureau silencieux. Non, c'est une menteuse. Elle s'est jetée sur la table, ses mains griffues, essayant d'attraper les papiers que je tenais. Toi, chercheuse d'or manipulatrice. C'était notre frère. C'est l'argent de notre famille. Tu l'as forcé. Tu l'as trompé. Trevor a dû l'attraper par la taille, la tirant en arrière alors qu'elle se débattait et sanglotait. Elle n'a rien. On va la poursuivre en justice. Jeremiah n'a pas crié. Il s'est levé lentement de sa chaise. Il tremblait, mais pas de tristesse. C'était de la rage. Son visage était d'un violet sombre et dangereux. Il a pointé un doigt épais et tremblant vers moi, ignorant sa fille hurlante. Tu crois que tu as gagné, a-t-il sifflé, sa voix basse et terrifiante. Profite de cet argent. Profite de cette maison. Mais tu ne connaîtras jamais un moment de paix dedans. Tu as cette petite entreprise pathétique, n'est-ce pas? IM Logistique. Il a souri. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. J'ai bâti le secteur de la logistique dans cette ville. Je possède cette ville. Je vais réduire ta petite entreprise en poussière. Je m'assurerai que tu ne signes plus jamais un contrat. Je te saignerai à blanc. Tu n'auras plus rien. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. La victoire dans cette salle de conférence datait de 2 semaines. 2 semaines et le goût sucré de la justice s'était déjà transformé en cendre. La guerre venait de changer de front. Elle s'était déplacée du bureau de l'avocat à mon bureau. Le siège d'IM Logistique était un petit espace loué avec 2 bureaux et un mur de tableaux blancs. C'était mon sanctuaire. C'était l'entreprise que j'avais bâtie avec Marcus, la seule chose qui nous appartenait entièrement. Et Jeremiah était en train de la réduire en cendres. Mon téléphone était pressé contre mon oreille. Michael, s'il te plaît, dis-je, essayant de garder ma voix stable, professionnelle. Nous gérons vos itinéraires de la côte ouest depuis 18 mois. Nous n'avons jamais eu un seul retard. Vous connaissez la qualité de notre service. À l'autre bout de la ligne, Michael Henderson, un homme avec qui j'avais partagé des déjeuners, a soupiré. C'était un son lourd et apologétique. Amani, je sais, dit-il. Tu es le partenaire le plus fiable que j'ai. Mais je regarde une proposition en ce moment, et je ne peux tout simplement pas l'ignorer. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver. Une proposition de qui, Michael? Jeremiah Covington. Il m'a appelé lui-même ce matin.
Il propose de prendre tout ton contrat, tous les itinéraires, pour 30% de moins que ton tarif actuel. 30%. Amani, je dirige une entreprise. Mon conseil d'administration me tomberait dessus si je n'acceptais pas cette offre. Je suis désolé. Je dois résilier notre accord. La ligne a cliqué. Il était parti. J'ai fixé le téléphone. 30%. C'était un chiffre impossible. Il n'y avait aucun profit à ce taux. C'était une perte garantie. Avant même que je puisse marquer le contrat comme perdu sur mon tableau blanc, mon email a sonné. Un email d'Atlanta Canning. Objet, résiliation d'accord. Je l'ai ouvert. Les mots se sont brouillés. Chère mademoiselle Washington, nous avons reçu une offre plus compétitive de Covington Logistique. 30% de réduction. Avec effet immédiat. Digne. Un autre email. Une brasserie locale. Digne. Un petit fournisseur de papier que j'avais combattu pendant des mois pour signer. C'était un déluge. L'un après l'autre, mes clients étaient débauchés avec la même offre suicidaire. 30%. Ce n'était pas des affaires. Ce n'était pas de la concurrence. C'était une guerre d'usure. Jérémia n'essayait pas de gagner des clients. Il essayait de tuer les miens. Il subissait des pertes massives garanties sur chaque contrat qu'il me volait. Il saignait délibérément sa propre entreprise à blanc, juste dans l'espoir que cela me saignerait à blanc plus rapidement. Il utilisait ses 30 ans de réputation à Atlanta, faisant appel à toutes les faveurs, me peignant comme l'ennemi. Il leur disait que je n'étais pas fiable, que j'étais une tricheuse qui avait volé l'argent de son mari décédé. Il empoisonnait le puits et les payait pour en boire. J'ai regardé mes projections financières pour le prochain trimestre. Il y a 2 semaines, ce tableau était plein de chiffres de bénéfices prévus en vert. Maintenant, c'était une mer de barres rouges. 80% de mes contrats actifs disparus. J'avais les 500 000 $ du SGLI. Oui. Mais c'était mon assurance vie. C'était l'argent pour lequel Marcus était mort pour me le donner. C'était pour mon avenir, pour ma sécurité. Ce n'était pas censé être un trésor de guerre pour combattre la campagne folle, suicidaire et de terre brûlée de son père. Jérémia savait que j'étais une petite start-up. Il pariait qu'IM Logistique, en tant qu'entreprise, ne pourrait pas survivre avec un revenu nul. Il essayait de me forcer à brûler l'argent de mon assurance pour rester à flot. Il m'étranglait. Sa voix de cette salle de conférence résonnait dans le bureau vide. Je vais réduire ta petite entreprise en poussière. Je te saignerai à blanc. Il tenait sa promesse. Il était prêt à détruire sa propre entreprise juste pour m'emporter avec lui. Et en regardant les chiffres hémorragiques, j'ai réalisé que ça fonctionnait. Les téléphones avaient finalement cessé de sonner. Il n'y avait plus personne à annuler. Le silence dans mon petit bureau était lourd, rompu seulement par le son de ma propre respiration. Je fixais le tableau blanc, la mer d'encre rouge où se trouvaient autrefois mes revenus prévus. 80% de mon entreprise disparue en 2 semaines. Jérémia y parvenait. Il me saignait à blanc. La porte d'entrée de ma suite de bureau a carillonné, puis s'est ouverte. J'ai levé les yeux, surprise. Mon assistante travaillait de chez elle, traitant les derniers avis de résiliation. C'était Denise et Trevor. Ils n'ont pas frappé. Ils sont simplement entrés comme s'ils étaient chez eux. Denise, dans un nouveau manteau bordé de fourrure, a regardé mon petit bureau fonctionnel avec une expression de profond dégoût. Mon Dieu, dit-elle, sa voix dégoulinant de mépris. C'est encore plus triste que je ne l'imaginais. C'est de ça que vous et Marcus étiez si fiers? Ce placard? Trevor, portant sa mallette en cuir élégante, a simplement souri. Il est passé devant moi, directement à mon tableau blanc. Il a tapoté l'encre rouge avec un ongle poli. TSS, TSS, dit-il comme s'il parlait à un enfant. Ça fait beaucoup de rouge, Amani. Ça a l'air terminal. Beau papa fait certainement une déclaration. N'est-ce pas? Sortez, ai-je dit. Ma voix était basse, fatiguée, mais froide. Vous violez ma propriété. Vraiment? Trevor s'est retourné, son visage un masque de fausse inquiétude. Nous ne sommes pas ici pour violer votre propriété, Amani. Nous sommes ici par acte de miséricorde. Denise a ri, un son aigu et laid. Miséricorde?
C'est une bonne, Trevor. C'est un saint, mon père. Il l'est, a insisté Trevor, prenant la chaise en face de mon bureau sans demander. Il a ouvert sa mallette en cliquant. Il a fait passer son message. Il a démontré très clairement que vous ne pouvez pas et n'opérerez pas dans cette ville sans son approbation. Il a pris vos clients. Vous êtes, à toutes fins utiles, insolvable. Insolvable. Ce mot encore, le même mensonge qu'il a dit à la banque. Seulement cette fois, il avait dépensé 2 semaines et une fortune de son propre argent pour le rendre vrai. Il a fait glisser une seule feuille de papier sur mon bureau. C'était un simple document d'une page, un contrat d'achat. Qu'est-ce que c'est? Ça, a dit Trevor, est l'offre la plus généreuse que vous recevrez jamais. Jérémia m'a autorisé à racheter IM Logistique. Le nom de l'entreprise, le serveur, les bureaux, toute cette triste affaire. Il vous offre $10 000 en espèces. $10 000 pour mon entreprise, pour l'avenir que Marcus et moi avions prévu. Ce n'était pas une offre. C'était l'humiliation finale. C'était la pointe de sa botte sur mon cou. J'ai fixé le papier. Je ne pouvais pas formuler de mots. Denise s'est penchée en avant, plantant ses mains sur mon bureau. Elle appréciait cela, ses yeux brillants de venin. Accepte l'offre, Amani, a-t-elle sifflé. Prends les 10 000 et va-t'en. C'est plus que ce que vaut ce dépotoir. C'est certainement plus que ce que tu vaux. Elle m'a regardé, son sourire se tordant. C'en est fini de toi. Tu te saignes à blanc et tu le sais. Papa t'a tranché la gorge sur le marché et tu es juste trop stupide pour te coucher et mourir. Ce demi-million de dollars que tu as volé, tu le brûleras en essayant de le combattre. Il n'arrêtera jamais. Il te suivra dans toutes les villes et te ruinera. Elle a raison, a dit Trevor, sa voix calme et raisonnable. Le bon flic face à son mauvais flic. C'est votre seule issue de secours. C'est votre drapeau blanc. Prenez les 10 000. Prenez votre argent sale et quittez Atlanta. Allez recommencer ailleurs. Vous ne pouvez pas gagner contre Jérémia Covington dans sa propre ville. Denise a pris un stylo sur mon bureau. Mon stylo. Et a tapoté la ligne de signature sur le papier. Signe-le, Amani. $10 000. Tu peux être dans un bus pour. Je ne sais pas, l'Alabama d'ici ce soir. C'est la meilleure offre que tu auras jamais. Ils me regardaient tous les deux. Leurs visages, des masques identiques de triomphe. Ils m'avaient. J'étais acculé, étranglé, et mon entreprise ne valait plus rien. Ils m'offraient des miettes. J'ai regardé l'offre insultante. J'ai regardé leur visage suffisant et victorieux. Et je me suis souvenu de la clé USB. Je me suis souvenu de ce que Marcus avait dit. Il l'amène à la ruine, Amani. C'est un château de cartes. J'ai fixé l'insulte de $10 000 sur mon bureau. J'ai fixé le ricanement haineux de Denise. J'ai fixé le sourire reptilien et suffisant de Trevor. Ils étaient si sûrs, si absolument certains d'avoir gagné. Et un son m'a échappé. Ce n'était pas un sanglot. Ce n'était pas un soupir de défaite. C'était un rire. Un petit rire sec et froid qui était plus fort que n'importe quel cri dans le bureau silencieux de mort. Le ricanement de Denise a vacillé. Elle a regardé Trevor, confuse. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu as finalement perdu la tête? Drôle, ai-je dit en secouant la tête. J'ai finalement levé les yeux du bout de papier insultant et j'ai croisé les yeux de Trevor. Oh, non. Ce n'est pas drôle. C'est pathétique. J'ai repoussé le papier sur le bureau. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous faites, n'est-ce pas? Ni l'un ni l'autre. Le sourire de Trevor s'est crispé. Je sais que je vous offre $10 000 pour une entreprise qui, depuis ce matin, n'a aucun client et aucun revenu. C'est un acte de charité. Vous pensez que cette réduction de 30% est une démonstration de force, ai-je dit en me penchant en avant. Vous pensez que Jérémia est un roi qui me saigne à blanc? Vous pensez qu'il est fort? Je me suis levé. J'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Le calme de la certitude absolue. Votre beau-père n'est pas fort, Trevor. Il est désespéré. Il ne me saigne pas à blanc. Il fait une hémorragie. Il est en faillite sur le papier depuis 6 mois. Il ne m'attaque pas. Il panique. Le visage de Trevor s'est raidi.
C'est un mensonge ridicule et calomnieux. Covington Logistique est un empire. Covington Logistique, ai-je dit en marchant vers mon tableau blanc, est un château de cartes, une pyramide de Ponzi. Il utilise l'argent de nouveaux contrats pour payer de vieilles factures de carburant depuis plus d'1 an. Il est noyé sous les dettes. Et cette perte suicidaire de 30% dont vous êtes si fier, ce n'est pas une stratégie. C'est le dernier soupir désespéré d'un homme mourant. Il n'essaie pas de tuer mon entreprise. Il essaie de tromper sa propre banque en lui faisant croire qu'il est toujours un acteur majeur. Et vous deux, idiots, vous venez d'entrer ici et de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Denise avait l'air confuse. De quoi tu radotes? Tu es folle. Je me suis tourné vers eux. Vous avez été si occupés à essayer de détruire IM Logistique. Vous avez juste supposé. Vous pensiez que c'était une petite start-up mignonne et sentimentale, n'est-ce pas? Amani et Marcus. Quelque chose de petit, quelque chose que vous pouviez écraser. J'ai pris un marqueur noir et je suis retourné à mon bureau. Vous êtes, ai-je dit à Trevor, un terrible conseiller financier. Dans toute votre diligence raisonnable, vous n'avez même jamais pris la peine de savoir ce que IM signifie réellement. Je me suis penché sur le bureau et j'ai écrit 2 mots sur le papier de l'offre de $10 000, juste au-dessus de la ligne de signature. Ironclad Military. Je le lui ai repoussé. Ça ne veut pas dire Amani Marcus, ai-je dit, ma voix froide et basse. Ça veut dire Ironclad Military Logistique. Trevor a fixé les mots. Son visage exsangue m'a dit qu'au moins, il commençait à comprendre. Denise avait juste l'air vide. Et alors? C'est un nom stupide. Ce n'est pas juste un nom, Denise, ai-je dit. C'est une désignation. C'est une arme. Cela signifie que mon entreprise n'a jamais été construite pour concurrencer votre père pour des contrats de brasserie locale. Elle a été construite pour une ligue qu'il ne peut même pas voir. Je me suis tourné vers Trevor. Sa respiration était devenue superficielle. Depuis 1 an, alors que Marcus était encore avec nous, nous ne nous contentions pas de courir après les itinéraires locaux. Nous nous faisions certifier. Ironclad Military Logistique est une petite entreprise entièrement certifiée, vérifiée par le gouvernement fédéral et détenue par un ancien combattant. Trevor a émis un petit son étranglé. Il savait ce que cela signifiait. C'est exact, Trevor, ai-je dit. Une VOSB. C'est un statut qui nous donne un accès préférentiel et hautement prioritaire aux contrats les plus lucratifs et à l'épreuve de la récession de la planète. Les contrats du gouvernement fédéral. Le genre de contrat pour lesquels votre beau-père, avec sa comptabilité criminelle et sa pyramide de Ponzi en plein effondrement, ne pourrait jamais se qualifier. Le genre de contrat qui se fiche que Jeremiah Covington se saigne à blanc dans le secteur privé d'Atlanta. Je suis retourné à mon bureau et j'ai tourné mon moniteur principal de 32 pouces pour qu'il leur fasse face. L'écran était rempli d'un document officiel couvert de sceaux. Vous avez été si fiers, ai-je dit doucement, que Jeremiah ait volé 80% de mes clients locaux. Vous avez célébré. Mais ces clients, ils n'étaient que ma couverture. C'était ma pratique à petite échelle. C'était, au final, jetable. J'ai montré le document à l'écran. C'était un contrat exécuté. L'en-tête était celui du département de la Défense des États-Unis. Pendant que votre père était occupé à perdre des sommes catastrophiques pour voler mes contrats de $10 000 pour des fournitures en papier, IM Logistique finalisait ceci. Un contrat exclusif de 5 ans pour gérer tout le transport terrestre non militaire pour Fort Benning et Fort Stewart. Je les ai laissés lire le chiffre final en bas. C'est un contrat de 8 millions de dollars. Le silence dans la pièce était absolu. La mâchoire de Denise était tombée. Son visage, un masque pâle et béat d'incrédulité. La fourrure de son manteau semblait trembler. Trevor. Trevor était blanc. La couleur de la craie. Il a regardé le chiffre de 8 millions sur l'écran, puis mon visage, puis de nouveau l'écran. Ce n'était pas un combattant. C'était un parasite. Et il venait de réaliser, en un instant horrifiant, qu'il avait attaché tout son avenir à un cadavre en décomposition tout en essayant de tuer le seul au sein de la pièce. Oui, a-t-il murmuré. 8 millions. Trevor s'étouffait, littéralement s'étouffait avec l'air. Il a reculé en titubant, les yeux écarquillés d'une horreur presque comique. 8 millions, a-t-il répété, un murmure rauque. Ça ne peut pas mais Jeremiah. Jeremiah est fini, ai-je dit,
ma voix le coupant. Et vous m'avez aidé à le finir. J'ai regardé Denise, qui fixait simplement, sans comprendre, le nombre à l'écran. Tu mens. Tu mens. Vraiment, ai-je dit. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris mon téléphone. Faisons le point, voulez-vous? Votre père dirige une pyramide de Ponzi depuis 1 an. Il était déjà noyé sous les dettes avant la mort de Marcus. Cette clé USB que Marcus m'a donnée, c'était un dossier complet de ses crimes financiers. Trevor s'est effondré dans la chaise qu'il avait si arrogamment prise quelques minutes auparavant. Il avait l'air sur le point de vomir. Il avait besoin d'un miracle, ai-je continué. Ou il avait besoin d'un bouc émissaire. Quand il n'a pas pu voler ma maison, il a décidé de tuer mon entreprise. Mais cette guerre, cette réduction de 30%, c'était le mouvement le plus idiot, le plus désespéré, le plus suicidaire qu'il aurait pu faire. J'ai commencé à composer un numéro sur mon téléphone. Pendant qu'il faisait une hémorragie de liquidité qu'il n'avait pas, ai-je dit, pour voler mes contrats de 10 000 $. Mon vrai contrat, celui de 8 millions de $, passait son examen final auprès du département de la Défense. Et ce matin, il a été déposé publiquement. Il est devenu un dossier public. Denise a regardé Trevor, sa voix un couinement terrifié. Trevor, qu'est-ce que ça veut dire? Trevor fixait simplement le sol, marmonnant, « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça veut dire, ai-je dit, que la banque de votre père l'a vu. La même banque qui détient les prêts sur chaque camion, chaque entrepôt, et sa propre maison. Ils ont vu qu'une nouvelle entreprise de logistique de 8 millions de $, détenue par un ancien combattant, venait de devenir le plus grand acteur de leur ville. Et ils ont regardé leur autre client, Jeremiah Covington, qui prenait soudainement des pertes financières massives et imprudentes pour mener une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. J'ai tenu mon téléphone dans ma main, prête. La banque a paniqué, ai-je dit. Ils ont enfin vu la pyramide de Ponzi. Ils ont vu le château de cartes pour ce qu'il était. Et à 10 heures ce matin, ils ont rappelé ses prêts, tous. Il avait 2 heures pour couvrir toute sa ligne de crédit. Il pouvait le faire, a balbutié Denise, essayant d'y croire. C'est Jeremiah Covington. Il est fauché, Denise, ai-je lancé. Bien sûr qu'il ne pouvait pas payer. Jeremiah Covington a officiellement fait défaut sur l'ensemble de son portefeuille de dettes commerciales à 12h01 aujourd'hui. J'ai baissé les yeux sur le téléphone. Vous savez, il a probablement attendu près du téléphone tout l'après-midi, attendant votre appel, Trevor. Attendant la bonne nouvelle que vous aviez acheté mon entreprise insolvable pour 10 000 $. Il a besoin de cette petite victoire pour essayer de convaincre un autre imbécile de lui prêter de l'argent. Appelons-le. Appelons-le ensemble, voulez-vous? J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois. Trevor. La voix de Jeremiah a explosé du haut-parleur, un aboiement désespéré et en colère. Où étais-tu? A-t-elle signé? C'est fait? Trevor était simplement assis là, paralysé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Je me suis penché vers le téléphone. Allô, Jeremiah. Ce n'est pas Trevor. C'est Amani. Le silence à l'autre bout était absolu. Je pouvais entendre sa respiration vive et paniquée. Toi, a-t-il finalement murmuré. Quoi? Qu'as-tu fait? J'appelle à propos de l'offre de 10 000 $ pour mon entreprise, ai-je dit, ma voix claire et froide. Elle est rejetée. Toi. Espèce d'idiote, a-t-il commencé à rager. Mais j'ai une contre-offre, ai-je continué, le coupant. Je viens d'apprendre la terrible nouvelle de votre défaut de paiement. Quel dommage. Atlanta Federal Trust, la même banque que vous avez essayé de monter contre moi. Ils étaient tellement contrariés par votre mauvaise dette. Alors ils ont fait ce que toutes les bonnes banques font. Ils l'ont vendu. Ils ont mis aux enchères tout votre portefeuille de dettes en défaut et sans valeur cet après-midi, au plus offrant. J'ai laissé le silence planer pendant 3 secondes. Denise pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Trevor se balançait d'avant en arrière. Qui? La voix de Jeremiah était un son creux et mort. Qui l'a acheté? IM Logistique l'a fait, ai-je dit. Ou comme vous nous connaîtrez, Ironclad Military Logistique. Une société de 8 millions de $ soutenue par le gouvernement fédéral. Nous avons tout acheté, Jeremiah. Chaque camion,
chaque entrepôt, le prêt sur votre maison, tout. Non, a-t-il murmuré. Non, tu ne peux pas, je suis votre banque maintenant, Jérémia, ai-je dit. Je vous possède. Et contrairement à vous, je ne suis pas prête à discuter. Je ne suis pas miséricordieuse. Je rappelle votre prêt. Je saisis. Je saisis tout. J'ai mis fin à l'appel. J'ai regardé les deux personnes brisées et pathétiques dans mon bureau. Sortez, ai-je dit. Sortez de mon immeuble. Un mois plus tard, l'air d'Atlanta était froid, mais le soleil était radieux. Il brillait directement sur les grandes lettres dorées et tapa à accent grave l'œil de l'enseigne Covington Logistique, puis il a scintillé sur le pied de biche avec un cri aigu de métal se déchirant de la brique. La lettre géante, C, s'est inclinée sur le côté, tenue seulement par un seul boulon. Une grue de construction, au-dessus, a pris le relais sur son harnais. En bas dans la rue, sur le trottoir public en face du bâtiment qu'ils possédaient autrefois, les Covington se tenaient. Ils avaient l'air petits. Ce n'était pas une famille. C'était un groupe dispersé et brisé de réfugiés. Jérémia se tenait à l'écart, les mains enfoncées profondément dans les poches de son vieux pardessus. Il ne portait pas l'un de ses puissants costumes sur mesure. Il avait l'air froissé. Il fixait simplement, sans ciller, l'enseigne, son nom, en train d'être chirurgicalement retiré de l'horizon. Rosalind pleurait. Pas les sanglots performatifs en dentelle du bureau de l'avocat, mais des sanglots laids, bruts et étouffés. Son maquillage était ruiné. Ses cheveux étaient en désordre. Jérémia, n'arrêtait-elle pas de supplier, lui attrapant le bras. Jérémia, fais quelque chose. Fais-les arrêter. Va là-dedans et dis-leur qui tu es. Il n'a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Il a juste regardé le « haut » se détacher. Denise vibrait d'une panique si intense qu'elle ressemblait à une maladie. Son manteau bordé de fourrure avait disparu, remplacé par une simple veste. « Papa » a-t-elle demandé, sa voix un couinement strident. « Papa, pourquoi restes-tu là? Appelle la banque. Appelle quelqu'un. » Trevor, elle s'est tournée vers son mari. « Trevor, tu es l'expert financier. Tu dois arranger ça. C'est illégal. » Trevor fixait simplement le sol. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis un mois. Son visage était pâle, ses yeux creux. « C'est légal, Denise » a-t-il marmonné, sa voix morte. « Tout est légal. Elle possède la dette. Elle est la banque. C'est une saisie. C'est contraignant. » « À quoi sers-tu » a hurlé Denise, lui giflant le bras. « À quoi as-tu jamais servi ?» Un homme en costume élégant, tenant un presse-papier, est sorti du bâtiment, les ignorant complètement. Il a aboyé un ordre au grutier. Doucement. Je veux que toute l'enseigne descende d'un seul tenant. Elle va être mise à la ferraille. Rosalind a poussé un hurlement. À la ferraille, Jérémia. Il met ton nom à la ferraille. Un adjoint du shérif qui se tenait là pour maintenir la paix s'est finalement approché d'eux. Il n'était pas méchant, mais sa voix était ferme. Messieurs, dames, je dois vous demander de circuler. Vous ne pouvez pas rester ici. Circulez. Jérémia a finalement parlé. Sa voix n'était pas un grondement. C'était un râle sec et craquant. C'était mon bâtiment. Je sais qui vous êtes, monsieur, a dit l'adjoint, son visage impassible. Et j'ai un ordre légal ici. La banque, il s'est corrigé, le nouveau créancier, Ironclad Military Logistique, a pris possession. Vous êtes officiellement en violation de domicile. Alors qu'il parlait, une autre voiture s'est arrêtée. Un homme différent en est sorti. Celui-ci tenait un document juridique à couverture bleue. Il a regardé le groupe brisé, puis l'adjoint. Sont-ce eux, les Covington? L'adjoint a hoché la tête. L'homme s'est approché de Jérémia et Rosalind. Êtes-vous Jérémia et Rosalind Covington, résidents du 14 Gable Ridge Drive? Rosalind, confuse par cette nouvelle attaque, a simplement hoché la tête. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi encore? L'homme a remis le document bleu à Jérémia. Ceci est un avis d'expulsion pour votre résidence personnelle. La propriété au 14 Gable Ridge était répertoriée comme garantie secondaire contre les prêts commerciaux en défaut, maintenant détenue par Ironclad Military Logistique.
Le nouveau créancier saisit l'actif. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Le monde s'est arrêté. Denise, qui criait sur Trevor, s'est figée. Sa tête a tourné brusquement. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quitter le 14 Gable Ridge? C'est la maison. Les sanglots de Rosalind se sont étranglés et sont morts dans sa gorge. Elle a regardé le papier dans la main de Jérémia. La maison. Notre maison où nous vivons. Elle s'est tournée vers son mari, ses yeux écarquillés d'une nouvelle terreur animale naissante. Jérémia, il parle de notre maison, pas seulement de l'entreprise, de notre maison. Jérémia fixait simplement le papier. Sa main tremblait. Il a levé les yeux vers l'homme. Il a regardé l'adjoint. Il a regardé la grue, qui abaissait maintenant la lettre géante dorée, C, de son nom sur un camion à plateau. Il avait perdu son entreprise. Il avait perdu son nom. Et maintenant, il venait de perdre sa maison. Il a enfin compris. Elle ne l'avait pas seulement battu. Elle l'avait effacé. Il prend notre maison. Le cri de Rosalind était un son mince et terrible, un son de pure panique animale. Jérémia, cet homme prend notre maison. Denise s'était finalement retournée contre son mari. Son chagrin et son choc avaient trouvé une cible. Elle s'est jetée sur Trevor, le poussant violemment contre le mur de briques du bâtiment. Toi. Espèce d'escroc inutile et sans valeur. Tu as dit qu'on l'avait. Tu as dit que tu avais vu l'acte de propriété. Tu as dit qu'elle était fauchée. Je pensais qu'elle l'était, a balbutié Trevor, les bras levés, essayant de se protéger de sa femme. Les papiers. Arrêtez-vous là, monsieur est. La voix était nouvelle. Ce n'était pas l'adjoint. Ce n'était pas le huissier. La voix était précise, froide et dégoulinant d'autorité. Une berline Mercedes noire s'était arrêtée au trottoir. Monsieur Patterson, mon avocat, en est sorti. Il n'était plus l'administrateur neutre du testament. Il portait son costume de guerre. Il était mon avocat, et il était là pour finir le travail. Il a ajusté ses poignets et a dépassé Rosalind et Jérémia comme s'ils faisaient simplement partie du paysage. Il s'est arrêté directement devant le Trevor tremblant et acculé. Monsieur Trevor est, a dit Patterson, sa voix tranchant le bruit. Il a ouvert sa belle mallette en cuir et en a sorti un épais document relié. Un document beaucoup plus épais qu'un avis d'expulsion. Il ne l'a pas tendu à Trevor. Il l'a laissé tomber. Il a atterri sur le trottoir sale aux pieds de Trevor avec un bruit lourd et final. Trevor l'a fixé, trop effrayé pour le toucher. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, a dit Patterson, est une poursuite civile, pour commencer. Ma cliente, mademoiselle Amani Washington, et Ironclad Military Logistique vous poursuivent pour ingérence délictuelle, diffamation commerciale et calomnie commerciale, spécifiquement concernant les états des résultats falsifiés d'IM Logistique que vous avez fournis à Atlanta Federal Trust. Denise a cessé de frapper son mari. Sa tête s'est tournée vers l'avocat, son visage un masque de confusion. Quoi? Trevor? De quoi parle-t-il? Oh, mais ce n'est que la partie mineure, a continué Patterson, sa voix dénuée de toute émotion. Ce document contient également une copie de la plainte pénale officielle que nous avons déposée auprès du bureau du procureur de district ce matin, celle qui comprend un affidavit complet sous serment du directeur de la Banque d'Atlanta Federal Trust. Trevor a cessé de respirer. Fraude bancaire, monsieur est, a déclaré Patterson, falsification, création et soumission délibérée de documents financiers falsifiés à un prêteur assuré au niveau fédéral dans le but de déclencher une saisie frauduleuse. C'est un délit fédéral. Vous avez essayé de faire passer ma cliente pour insolvable, mais tout ce que vous avez fait dans votre arrogance, c'est de créer une trace écrite légale permanente de votre propre crime. Denise a regardé le document terrifiant sur le sol, puis le visage blanc et en sueur de son mari. Trevor? Trevor, qu'as-tu fait? Qu'a-t-il dit? Un délit? Trevor n'a rien dit. Il a glissé le long du mur de briques, ses jambes s'aidant, et a atterri en position assise sur le trottoir, la tête dans les mains. C'en était fini de lui. Les sanglots de Rosalind se sont étranglés et sont morts. Sa famille, sa maison, le mari prospère de sa fille, son monde entier venait d'exploser en l'espace de 5 minutes. Et puis il y avait Jérémia. Il n'avait pas bougé.
Il n'avait pas réagi à la poursuite. Il n'avait pas bronché au mot « prison fédérale ». Il fixait simplement. Il a regardé au-delà de l'avocat. Il a regardé au-delà de sa femme en larmes et de sa fille ruinée et hystérique. Il a regardé le camion à plateau de l'autre côté de la rue. Le grutier, ignorant la tragédie humaine, venait de déposer la dernière lettre, le « N » de Covington, sur le plateau du camion. L'arrogance avait disparu. La rage qui avait promis de me réduire en poussière avait disparu. Le feu dans ses yeux s'était éteint, ne laissant que des braises froides et mortes. Il avait tout misé. Il avait misé son entreprise, sa maison, l'héritage de son fils et l'avenir de sa famille, tout sur une seule croyance fondamentale, que moi, Amani Washington, j'étais faible, stupide et seul. Il s'était trompé. Il a lentement, mécaniquement, tourné le dos au bâtiment. Il n'a pas regardé sa femme. Il n'a pas regardé sa fille. Il n'a pas regardé son gendre, qui pleurait maintenant dans ses mains sur le trottoir. Il a juste commencé à marcher. « Jérémia » a crié Rosalyn. « Jérémia, où vas-tu ? Ne nous quitte pas. » Il a juste continué à marcher. Un costume vide, un vieil homme brisé. Il a dépassé l'adjoint, sa propre voiture, et a juste continué à marcher dans la rue, un homme effacé sans nulle part où aller. Le bureau était le même, mais tout avait changé. Les rideaux lourds, sombres et oppressants que Jérémia aimait avaient disparu. Je les avais fait brûler. La lumière du soleil, vive et non filtrée, pénétrait par les fenêtres du sol au plafond, illuminant le vaste espace vide. Elle attrapait le grain du bureau massif en acajou. Mon bureau. Je me tenais près de la vitre, regardant. Loin en bas, dans la rue, la vie continuait. Les gens marchaient, les voitures roulaient. Ils n'avaient aucune idée qu'une guerre avait été menée, juste au-dessus de leur tête. Haut sur la façade du bâtiment, une équipe d'installateurs sur une grue ancrait la dernière lettre. C'était de l'acier brossé, pas de leur tape à accent grave-l'œil. C'était solide, propre et permanent. La nouvelle enseigne était en place. Ironclad Military Logistique. Elle couvrait les cicatrices de briques fraîches où le nom Covington avait été arraché. Je me suis détourné de la fenêtre. Le bureau était vide, à l'exception d'une chose. Je me suis approché du bureau et j'ai pris le seul objet que j'y avais placé. C'était la grande photo encadrée d'argent de ma cheminée, celle que Denise avait jetée face contre terre dans la boue. J'avais nettoyé le cadre moi-même. J'avais remplacé le verre brisé. Le sourire de Marcus dans son uniforme était radieux, son bras enroulé fermement autour de moi. Nous avions l'air si heureux, si insouciants. J'ai tracé le bord argenté avec mon pouce. Il pensait vraiment que je n'étais que la veuve éplorée, ai-je murmuré à la photo. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que je n'étais que la complication, la fille qui pleurait sous la pluie, celle qu'il pouvait simplement jeter aux ordures. Un petit sourire fatigué mais puissant a touché mes lèvres. Ils ont oublié qui tu as épousé, Marcus. Tu n'as pas épousé une victime. Tu as épousé une logisticienne. Tu as épousé une stratège. J'ai replacé la photo au centre du bureau, face à moi, face au nouveau siège du pouvoir. Ils ont essayé de voler notre maison. Ils ont essayé d'effacer notre entreprise. Ils essayaient de t'effacer. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je l'ai protégé. J'ai protégé notre héritage. Il est en sécurité maintenant. Nous sommes en sécurité. La grue des installateurs a commencé sa descente. Le travail était terminé. J'ai fait le tour du bureau massif et j'ai regardé le grand fauteuil de PDG en cuir noir, le fauteuil de Jérémia. Je me suis enfin assise dedans. J'ai passé mes mains sur les accoudoirs lisses. Il était parfaitement à ma taille. J'ai tourné le fauteuil, laissant le passé derrière moi et faisant face à l'avenir. J'ai fait face à la fenêtre. J'ai fait face à tout l'horizon d'Atlanta. Ce n'était pas une ville qui m'avait vaincu. C'était une ville qui attendait, et j'étais prête à la diriger. Cette histoire est un puissant rappel de ne jamais sous-estimer une personne qui semble calme ou brisée. Les Covington ont vu une veuve en deuil. Ils n'ont pas vu la stratège méticuleuse que Marcus avait épousée. Ils se sont appuyés sur l'intimidation bruyante et arrogante, tandis qu'Amani s'est appuyé sur une préparation silencieuse et létale. La vraie force ne réside pas dans le bruit que vous faites. Elle réside dans les mouvements blindés que vous exécutez lorsque personne ne regarde. Leur erreur fatale a été de supposer que son chagrin la rendait faible.
Il l'a seulement rendu concentré. Avez-vous déjà eu à vous battre contre quelqu'un qui vous a sous-estimé? Partagez votre histoire de douce justice dans les commentaires ci-dessous.